la ville de Vanves organise un grand concours d'éloquence ouvert aux jeunes Vendéens. Dans quelques instants, je laisserai la place à David Jarusso, formateur en communication, qui va vous proposer une conférence sur le thème de l'éloquence. Avec Bernard Moduchot, maire de Vanves, nous tenions à le remercier de son appui pour concrétiser ce projet. On pense souvent à l'éloquence comme un art de l'improvisation. Or, être éloquent et convaincre, cela s'apprend. Nous souhaitons que ce concours d'éloquence vous donne envie de prendre la parole et de participer au débat démocratique. Alors, à tous les jeunes qui nous écoutent, osez, ayez confiance en vous et tentez votre chance. À l'issue de la conférence que vous allez suivre, si vous êtes jeune vendéen, vous aurez jusqu'au 21 octobre pour vous inscrire sur notre site vanves.fr. Nous recevrons ensuite les candidats pour un entretien de motivation et sélectionnerons une dizaine d'entre vous. C'est là que tout commencera véritablement avec une préparation de plusieurs mois comprenant des masterclass animés par David Jarusso et la journaliste Nathalie De Santi. Le concours d'éloquence se déroulera au premier trimestre 2021. Le sujet du concours sera communiqué aux oratrices et aux orateurs 15 jours avant l'épreuve. Avec Bernard Moduchot, maire de Vanves, nous remercions plus particulièrement le Lions Club qui nous a aidés dans l'organisation de ce concours et le pôle jeunesse de la ville de Vanves. Je vous souhaite une bonne conférence. À vous, David. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Selon la coutume, une conférence se conclut par une bibliographie. Autrement dit, un ensemble d'ouvrages qui auront permis au conférencier de préparer son allocution et qui consiste également en une recommandation faite à l'auditoire d'approfondir le sujet qui a été donné à réfléchir à l'auditoire. Eh bien, je vous propose de commencer par la fin, c'est-à-dire de commencer par un élément de ma bibliographie, en l'occurrence l'ouvrage d'un avocat pénaliste qui s'appelle Bertrand Perrier et qui a fait paraître en 2017 un ouvrage qui s'intitule « La parole est un sport de combat ». Et cet ouvrage m'a interpellé moins par son contenu, dont je vous recommande néanmoins la lecture, que par son titre. La parole est un sport de combat. À titre personnel, je considère moins la parole comme un sport de combat que d'abord comme un combat à part entière, et surtout pour nous, Français. Nous avons peur de la parole. C'est un exercice auquel nous sommes très peu familiers, et il existe des raisons pour lesquelles nous avons peur de prendre la parole en public. Il existe des raisons pour lesquelles c'est une blessure pour nous que de prendre cette parole, parce que nous en avons peur. Et voici les raisons que nous pouvons invoquer. D'abord, nous sommes incorrectement préparés. Souvenons-nous, au collège, au lycée, rares sont les occasions pour nous de prendre la parole en public. Bien sûr, nous pouvons toujours lever la main et interpeller le professeur pour qu'il nous cède respectueusement la parole et que nous puissions nous risquer à donner une réponse à la question qu'il a posée. Bien sûr, il est possible également de pouvoir faire un exposé. Mais ce type de circonstance est bien trop rare tout au long de la scolarité. Et à l'exclusion de l'oral du bac, en première, nous n'avons que peu d'occasions de nous exprimer. Cet oral du bac qui, ceci étant dit, est une très belle épreuve, puisqu'elle procède d'un commentaire linéaire, suivi d'une question de grammaire, et enfin un entretien au cours duquel le lycéen pourra exprimer les raisons pour lesquelles il a choisi une œuvre en particulier. Mais c'est bien trop peu. Et telle est la raison pour laquelle, sur ce plan-là, nous autres Français sommes mal préparés. Il existe également une raison historique. Au XVIIe siècle, le poète Nicolas Boileau écrit Art poétique. Et dans cet ouvrage se trouvent deux alexandrins qui ont marqué la pensée française. Voici les deux alexandrins incriminés. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Ces deux vers semblent anodins, et pourtant, ils ont été dévoyés au fur et à mesure au point qu'on en tire de fausses conséquences. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Autrement dit, à partir du moment où l'idée que j'ai en tête est claire, dès lors que tout est en ordre dans ma tête, alors je suis digne de m'exprimer. En revanche,
si l'idée qui germe en moi est obscure, si certains aspects sont mal maîtrisés, alors les mots pour le dire ne viendront pas si aisément que cela, et mieux vaut me taire que de parler mal à propos. Et cela pose un problème de taille, parce que nous ne sommes pas systématiquement maîtres du sujet dont nous parlons. Il arrive très couramment même que nous ne maîtrisions pas du tout, ou si peu, le sujet en discussion. Et là, que faire? Eh bien, nous taire. Or, cela n'est pas acceptable. Nous sommes des êtres parlants et il est indispensable que nous soyons libres de nous exprimer, même si nous ne maîtrisons pas le sujet en discussion. Ces vers de Boileau dévoyés posent problème encore aujourd'hui, marquant au fer rouge l'esprit de l'adolescent. Il existe également un autre élément historique très important. Au XIXe siècle, il existait une classe dite de rhétorique. En quoi consistait cette classe de rhétorique? Elle consistait en l'étude de textes poétiques, de discours politiques ou de discours militaires que l'on décryptait. On tentait de découvrir au fur et à mesure de leur étude tous les trésors et les mystères de rhétorique qu'ils contenaient, toutes ces figures de style qui nous sont encore enseignées aujourd'hui en classe de première. Eh bien, cette classe de rhétorique, toute tournée vers l'oralité, dans la mesure où, en plus de cette étude de grands discours, les élèves étaient amenés à expérimenter eux-mêmes ces grandes figures et cet art du discours, eh bien, cette classe de rhétorique a été remplacée. Elle a été remplacée par la classe de philosophie. Et cela peut paraître anodin, mais en réalité, la classe de philosophie est toute tournée vers la tradition écrite. En d'autres termes, nous basculons d'un enseignement de la tradition orale à un enseignement de la tradition écrite. Et encore aujourd'hui, nous avons les marques de cette disparition, puisque nous étudions en classe de terminale la dissertation dialectique de philosophie, qui est un système de pensée, qui ne permet aucune agilité intellectuelle, si ce n'est dans une forme très stricte, hors duquel il n'y a rien. La disparition de la classe de rhétorique, qui permettait aux élèves d'exprimer leurs émotions, de libérer des énergies, a été remplacée par une classe de philosophie qui comporte bien évidemment des forces, une rigueur dans la démonstration dialectique, mais qui comporte comme limite de configurer l'esprit français dans une forme stricte qui rend difficile la latitude d'action indispensable pour prononcer des discours infiniment libres. Voici où nous en sommes. L'esprit français a été contraint longtemps dans un système de pensée et de représentation qui rend compliqué l'improvisation, l'appréhension de l'incertitude. Nous avons peur du hasard et prendre la parole pour nous est un risque dont nous mesurons les conséquences. Fort heureusement, les lignes bougent et depuis moins de 10 ans maintenant, on assiste à un phénomène intéressant. D'abord, les concours d'éloquence se multiplient. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que cela, ces concours d'éloquence et ces travaux rhétoriques n'étaient réservés qu'aux futures élites de la nation. Et c'est au sein des grandes écoles comme HEC, Sciences Po ou encore l'ENA que l'on enseignait tous ces trésors que constituent les figures de rhétorique et tous ces procédés par lesquels on emporte l'adhésion. Cette multiplication des concours d'éloquence est donc une bonne nouvelle, d'autant plus que l'on assiste à une démocratisation de ces concours. Il y en a partout, et il y en a pour toutes et tous. Une autre bonne nouvelle est d'ordre pédagogique. Le ministère de l'Éducation nationale a introduit une nouvelle épreuve, le grand oral du bac. Et dès cette année 2020-2021, les élèves de terminale auront à se frotter à cette nouvelle épreuve. Et cette épreuve est très intéressante, d'autant plus que ses contours sont encore flous. Parmi les critères permettant d'évaluer les candidats, il y en est un qui doit attirer notre attention, c'est l'éloquence. Mais qu'est-ce que l'éloquence? En bon pédagogue, il est indispensable de nous arrêter sur une définition commune, sans laquelle nous ne pourrions pas nous comprendre. Alors qu'est-ce que l'éloquence? Eh bien, je vais faire ce qu'aucun élève de terminale ne doit faire lorsqu'il fait une dissertation dialectique de philosophie. Je vais commencer par une définition du dictionnaire Larousse. Et que dit cette définition?
Elle dit la chose suivante: l'éloquence est l'art, le talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole. Je vais entreprendre de décrypter cette définition pour que nous nous comprenions bien. D'abord, l'éloquence est un art. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'éloquence est gouvernée par des lois esthétiques. Autrement dit, l'éloquence, ce serait l'art de bien parler, d'orienter sa parole vers la beauté. Mais une première question se pose, d'importance. L'éloquence est-elle réductible à la parole? Eh bien, je vais ouvrir une parenthèse pour vous répondre. La communication s'articule en 3 points. La communication verbale, la communication paraverbale et la communication non verbale. Qu'est-ce que la communication verbale? Eh bien, ce sont les mots que l'on emploie dans une grammaire particulière. Voici ce que recouvre tout simplement la communication verbale. C'est le langage articulé, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. La communication paraverbale, voici un terme auquel vous êtes peut-être moins familier. La communication paraverbale, c'est la musicalité de la parole. C'est le volume, les intonations, les silences, les hésitations parfois. C'est la sonorité de la parole. C'est la dimension non articulée du langage. Et puis il existe une troisième modalité, la communication non verbale. Autrement dit, tout ce qui ne relève pas du verbe, articulé ou non. C'est le corps en réalité. Le corps, habillé, dans son mouvement, dans les expressions du visage, tout ceci participe d'un message, tout ceci communique avec l'auditoire. Ainsi, la communication s'articule en 3 points, verbal, paraverbal et non verbal. Dès lors, si la communication s'articule en 3 points, alors l'éloquence s'articule également en 3 points. Il existerait donc une éloquence verbale, orientée vers la beauté. Eh bien, c'est exact. Pensons par exemple aux figures de rhétorique qui nous sont enseignées en classe de première. Elles sont présentées, à l'époque baroque et encore aujourd'hui, comme des figures de style, autrement dit des ornements du discours. Mais est-ce qu'une figure de rhétorique est réductible à cette dimension strictement ornementale? Eh bien, prenons un exemple dans l'histoire. L'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle. En pointe de cet appel, à la conclusion, le général de Gaulle dit ceci: « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Cette phrase comporte une métaphore, la flamme de la résistance. Qu'est-ce qu'une métaphore? Une métaphore est une figure de rhétorique qui consiste à associer 2 choses qui n'appartiennent pas à la même modalité d'existence pour créer un nouvel objet. En l'occurrence, la flamme, le feu est une substance et la résistance, c'est une notion, une idée. La flamme de la résistance devient un nouvel objet. Eh bien, cette métaphore du général de Gaulle est vigoureuse, percutante et elle vient en pointe d'un discours argumenté. Elle vient surélever ce discours par la puissance de cette image qui, n'en doutons point, a permis véritablement à la résistance d'exister, de s'éveiller et d'infléchir la roue du temps. Voici ce que recouvre l'esthétique verbale, les figures de rhétorique dans toute leur vigueur, dans toute leur puissance. Il existe aussi l'esthétique dans sa dimension paraverbale, autrement dit, tout ce qui relève du volume, des intonations, du silence. Eh bien, cette dimension-là, elle est également présente chez tout orateur. Et je vous invite à étudier les orateurs publics ou les enseignants qui sont autour de vous pour pouvoir mesurer à quel point le volume, par exemple, est très important pour augmenter la force de conviction. Enfin, il existe une autre dimension de l'esthétique, c'est l'esthétique non verbale. Autrement dit, tout ce qui relève du corps en mouvement, du corps dansant, du corps en puissance. Eh bien là aussi, cette esthétique, elle doit être travaillée en prenant conscience que l'image que vous renvoyez participe de votre message. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les vêtements
qui vous habillent participent eux aussi de votre effort de conviction. Cela veut dire que les gestes que vous exécutez, les expressions de votre visage, tout ceci est un message donné à vos auditeurs. Il faut donc travailler votre esthétique selon ces trois dimensions, verbale, paraverbale et non verbale. Si l'éloquence est un art, nous l'avons vu, elle est déterminée par une esthétique. Mais cela veut dire également qu'elle est liée à la technique. Il existerait donc une technique pour se perfectionner dans cet art honorable qu'est l'éloquence. Eh bien, pour vous en donner une idée, je vais faire allusion à la lointaine histoire, et en l'occurrence à l'histoire d'un orateur grec du nom de Démosthène. Démosthène, à cette époque, était avocat. Mais il était, d'après ce que nous dit la tradition, d'après ce que nous dit Plutarque en l'occurrence, un mauvais orateur, ou du moins il souffrait de certaines difficultés. Une première difficulté était d'ordre verbal. En effet, il avait une tendance à alourdir ses discours de mots jargonneux, de constructions de phrases alambiquées qui rendaient obscur, hermétique, cryptique son discours. Il avait également un autre problème, c'est qu'il avait tendance à bégayer. Il avait tendance à bégayer lorsqu'il était soumis à ce stress particulier qui est celui de prendre la parole en public. Vous voyez, même à des années-lumière de notre époque, prendre la parole était aussi une source d'inquiétude. Il souffrait d'un dernier handicap, léger mais visible, sur le plan non verbal. Un léger haussement d'épaule venait corrompre la clarté de son discours et la beauté de son incarnation. Ces trois éléments étaient pour lui source de souffrance parce que ça lui empêchait de devenir cet orateur brillant et cet homme d'État qu'il voulait devenir. Il a donc fait ce que tout le monde ferait à sa place. Il s'est rasé la tête. Il s'est rasé la tête pourquoi? Il s'est rasé la tête tout simplement parce qu'à cette époque, avoir le crâne rasé, c'était être un esclave. C'était ne pas être libre. En se rasant la tête, il se condamnait à rester chez lui, à travailler. Comment s'est-il mis au travail? Eh bien, il s'est mis au travail de sorte qu'il puisse corriger tous ses vilains défauts. Pour corriger son défaut paraverbal, en l'occurrence son défaut d'articulation et ses bégaiements. Il a fait ce que tout le monde ferait, bien évidemment. Il s'est mis des cailloux dans la bouche. En mettant ces cailloux dans la bouche, et vous avez peut-être vu dans le film Le discours d'un roi, le personnage principal s'adonner à cet exercice, il pouvait corriger son articulation, mieux articuler son propos, améliorer et perfectionner sa diction. Bien sûr, je vous dissuade d'utiliser cet exercice dans la mesure où un accident est vite arrivé et par les temps qui courent, saturer les services de santé serait bien mal vu. Dans ce sens, il existe un exercice aujourd'hui plus sûr qui consiste à mettre un stylo dans sa bouche pour travailler cette articulation. Démosthène souffrait d'un autre handicap. Il avait, comme je l'ai rappelé, un haussement d'épaule qui venait rendre laide sa façon de s'exprimer en public. Tout le monde ne voyait que ça, ces mouvements d'épaules intempestifs. Alors il a fait ce que tout le monde ferait. Il s'est muni d'une épée courte dont il a mis la pointe sous son aisselle. Et dès que son vilain tic venait se rappeler à ses bons souvenirs, la lame s'enfonçait dans son aisselle et lui causait beaucoup de malheur. Au fur et à mesure, bien évidemment, son vilain défaut s'est corrigé. Là encore, ne vous munissez pas d'une épée courte pour corriger vos éventuels défauts liés au stress. Il existe des moyens beaucoup plus sûrs et beaucoup plus prudents de progresser. Je vous recommande dans ce sens de travailler tout simplement devant votre miroir ou devant votre téléphone muni de votre caméra, de vous enregistrer, de vous regarder, de vous entraîner, de répéter encore et encore, de sorte que les défauts non verbaux que vous identifiez puissent être corrigés. Et le dernier défaut du malheureux Démosthène, qui finalement a réussi à atteindre son objectif pour la fin de l'histoire, c'était son rapport au verbe. Il avait cette tendance à alourdir son propos d'expressions lourdes et de mots hermétiques.
Alors il a fait ce que tout le monde ferait. Il a lu, il a appris par cœur, il a déclamé des discours à tue-tête et sans cesse dans sa pièce. Et c'est ainsi, au fur et à mesure, qu'il a réussi à gommer les aspérités de son discours, qu'il a renoncé à tous ces mots hermétiques, à tous ces mots qui venaient rendre obscure sa parole. Il a choisi le vocabulaire le plus simple, il a gommé ses aspérités et atteint ce degré d'épure nécessaire pour une éloquence la plus juste et la plus parfaite. L'éloquence est donc étroitement liée à la beauté. Mais en réalité, la beauté n'est pas le seul critère. Le véritable critère, toujours en restant dans la Grèce antique, c'est la triangulation du beau, du bien et du vrai. Voici ce vers quoi doit tendre tout orateur. Et le beau, le bien, le vrai, cette grande triade, c'est ce que les Grecs appelaient le kalos kagatos. Voici ce vers quoi nous devons tendre pour nous perfectionner dans cet art honorable et respectable qu'est l'éloquence. Continuons le décryptage de cette définition du bon vieux dictionnaire Larousse. Dans la définition que nous donne le Larousse, nous avons deux verbes coordonnés, persuader et convaincre. L'éloquence serait étroitement liée à ces deux verbes. Ces deux verbes qui sont d'ailleurs bien connus des élèves de première, parce qu'ils sont régulièrement employés par les enseignants, qui en font d'ailleurs une distinction très claire. Convaincre, c'est la voie de la raison. C'est l'art d'emprunter la voie rationnelle pour démontrer quelque chose à quelqu'un. Convaincre, ça consiste à mobiliser des arguments étoffés par des exemples qui sont autant de preuves pour soutenir une idée particulière. Convaincre, en quelque sorte, serait étroitement lié à la philosophie, à la recherche de la vérité, à l'honnêteté intellectuelle, la probité. Et puis il y a le verbe persuader. Et le verbe persuader induirait tout autre chose. Le verbe persuader, pour les enseignants, est étroitement lié aux émotions. Autrement dit, l'art de persuader, ce serait l'art d'emprunter la voie émotionnelle pour faire adhérer l'autre à l'idée que l'on défend. Il y a donc une distinction catégorique entre ces deux verbes. Le premier, finalement, serait honorable dans la mesure où il est piloté par la voie rationnelle. La seconde option serait dégradante et déshonorante puisque ce serait par les émotions que l'on provoquerait l'adhésion d'un auditoire donné. Déjà, cette distinction morale, nous devons y renoncer. Elle remonte finalement à Platon qui, déconsidérant les sophistes, a déconsidéré la rhétorique car c'est bien de cela dont nous parlons. La rhétorique, c'est l'art de persuader. Mais est-ce qu'il est possible de convaincre? Est-ce qu'il est possible d'emporter l'adhésion sans ne jamais mobiliser les émotions? Ne sommes-nous pas tous corps, âme, esprit? Ne sommes-nous pas tous pilotés non seulement par la raison, mais également par les émotions? Et cette raison, est-elle objective ou n'est-elle pas finalement dépendante de chaque personnalité? C'est en soulevant ces questions, auxquelles je ne souhaite apporter de réponse univoque, que je vous invite à repenser cette distinction. Partons plutôt du principe qu'il n'est pas possible de seulement convaincre ou de seulement persuader. Il n'est pas possible de seulement mobiliser la raison au détriment des émotions et inversement. Partons du principe plutôt que raison et émotion se mêlent et se confondent en vertu d'un même objectif qui est celui de convaincre. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose une autre définition du verbe convaincre, en renonçant au verbe persuader. Et cette définition que je vous propose est la suivante. Convaincre est la volonté de faire adhérer un auditoire à l'idée que l'on défend en employant tous les moyens, rationnels et non rationnels, pour y parvenir. Cette définition a le mérite de réconcilier la raison et les émotions, de montrer à quel point les deux fusionnent pour atteindre ce même objectif. Et vous qui demain serez en mesure de convaincre, vous qui chercherez
à défendre vos opinions, à bien vous présenter devant un auditoire particulier, vous devrez avoir à l'esprit que la raison n'empêche pas les émotions et leur expression, et inversement. En guise d'exemple, je vais vous montrer une plaidoirie d'Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste et actuellement garde des Sceaux du gouvernement de Jean Castex. Nous allons regarder cette plaidoirie ensemble et je vous ferai ensuite l'analyse de son allocution pour que vous puissiez prendre conscience de la fusion entre la raison et les émotions pour convaincre. Deux mots d'abord, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. Deux mots d'explication avant d'envisager la défense de cet homme que j'ai l'immense honneur d'assurer aujourd'hui devant vous. Bon, que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble au mois de juillet. Vous savez, nous avons le même âge. Moi, je pourrais le traiter avec la condescendance des bourgeois en disant « mais ce type, finalement, c'est qu'un délinquant, un sale mec ». Je peux aussi me dire « mais si j'avais vécu ce qu'il a vécu, qu'est-ce que je serais devenu ?» Est-ce que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, le fruit de votre histoire? Pas que cela, évidemment, mais aussi ça. Quand le soir, vous remontez la couverture là sur la joue du petit et que vous passez quelques minutes avec lui, ce dernier petit baiser de tendresse, c'est ce qui interdit aux hommes de faire des conneries. Lui, il a été jeté par la fenêtre. On a voulu le jeter par la fenêtre. C'est son père qui a fait ça. Je vais vous faire une petite confidence. Il y a un des deux gendarmes qui m'a filé une photo de quand il avait 20 ans. Avec des cheveux, hein. Vous avez eu des cheveux. Et on voit, il suffit de la voir la photo, que c'est un gamin qui est malheureux. Éric Dupond-Moretti est indiscutablement un grand orateur. Il suffit de le voir, il suffit de l'entendre pour prendre la mesure de son aptitude et de son expérience. Mais étudions de manière un peu plus fine la stratégie qu'il adopte pour défendre l'accusé. D'abord, Éric Dupond-Moretti commence par un captatio benevolentiae. Que signifie ce mot barbare? Un captatio benevolentiae, c'est une figure de rhétorique qui consiste à capter l'attention et la bienveillance d'un auditoire donné. Or ici, ce n'est moins la bienveillance que la haine finalement que semble mobiliser Éric Dupond-Moretti. En effet, il déclare « Vous n'aimez pas les avocats médiatiques, je ne vous aime pas non plus ». Mais en réalité, cette phrase qui s'adresse à la Cour a pour objectif de faire rire les membres du jury, de les surprendre et donc de désamorcer leur esprit critique. Et Éric Dupond-Moretti va plus loin. Et nous ne partirons pas ensemble au mois de juillet. Encore une fois, dans cette amorce, Éric Dupond-Moretti vise à faire rire les membres du jury pour désamorcer leur esprit critique afin de préparer l'étape d'après. Et l'étape d'après, quelle est-elle? C'est l'étape argumentative. Éric Dupond-Moretti commence par soutenir une thèse, mais qu'il dévalorise immédiatement. Il déclare « Je pourrais le considérer avec la condescendance des bourgeois en disant que ce n'est qu'un délinquant », désignant ainsi la personne qu'il défend. On sent dans la tournure de phrase et même dans les intonations que cette thèse qu'il pose n'est pas celle qu'il va défendre. Et l'expression « avec la condescendance des bourgeois » montre bien qu'il invalide cette thèse et que ce ne sera pas celle qu'il va soutenir. Ensuite, il pose une question qui fait office d'antithèse. Il déclare « Mais je pourrais me dire aussi, si j'avais vécu ce qu'il a vécu, que serais-je devenu ?» Ici, nous avons l'antithèse qui s'articule autour d'une question rhétorique, c'est-à-dire une question adressée à soi-même et dans le même temps à l'auditoire, sans pour autant que l'on en attende une réponse. Ensuite vient en quelque sorte la synthèse.
également sous une forme de question rhétorique. Éric Dupond-Moretti prend de la hauteur et interroge « Est-ce que vous n'êtes pas le fruit de votre histoire ?» Question qu'il pose à l'ensemble de l'Assemblée. Est-ce que vous n'êtes pas le fruit de votre histoire? Et c'est une question anthropologique, philosophique, dont il est difficile de répondre par la négative. Oui, nous sommes tous en partie le fruit de notre histoire, et il ajoute d'ailleurs cette marque de pondération. Et cette réplique est intéressante, cette question rhétorique, parce qu'elle est typiquement en lien avec le philosophe Jean-Jacques Rousseau. On est vraiment dans le logiciel des Lumières, et tout particulièrement rousseauiste. Jean-Jacques Rousseau qui s'interrogeait sur la place de l'homme à cette époque, et qui déclarait dans Contrat social « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». En d'autres termes, pour défendre son client, Éric Dupond-Moretti convoque les mânes de Jean-Jacques Rousseau, sans le nommer, pour bien montrer que cette personne qui a commis un crime ne l'aurait pas commis s'il avait eu une autre jeunesse. Et c'est ainsi d'ailleurs que continue la plaidoirie d'Éric Dupond-Moretti, toute tournée vers le pathos. Et là, ici, ce n'est plus le rire qu'il invoquait au début de son allocution, mais plutôt la tendresse. Lorsqu'il fait allusion à l'amour filial, le petit baiser de tendresse que l'on reçoit de ses parents et que la personne qu'il défend n'a jamais reçu. Ici, le logiciel rousseauiste d'Éric Dupond-Moretti permet de convaincre le jury que la personne qu'ils ont dans le parloir est une personne irresponsable. Voici donc comment Éric Dupond-Moretti, avec brio, défend ce client. Nous venons de le voir à travers cette plaidoirie exemplaire d'Éric Dupond-Moretti. Être éloquent, indiscutablement, augmente la force de conviction. Et l'éloquence, nous le voyons également, est moins une fin qu'un moyen. L'éloquence est un moyen en vue d'une fin, convaincre. Tel est notre véritable objectif. Alors, comment augmenter notre éloquence et surtout, comment augmenter notre force de conviction en tout lieu et en toutes circonstances, quel que soit notre âge et notre condition sociale? D'abord, je vous invite à reconnaître l'expression de Bertrand Perrier comme valable. Oui, la parole est un sport de combat. Et si c'est un sport, alors il faut nous entraîner. Et nous entraîner de toutes les façons possibles. D'abord, si c'est un sport, cela veut dire que nous devons avoir un mental de fer. Et pour fortifier ce mental, une première chose serait de reconnaître chez les grands sportifs de haut niveau les moyens par lesquels ils ont fortifié ce mental-là. N'hésitez pas à vous inspirer d'eux, à les étudier, à vous demander comment ils sont parvenus à fortifier un mental comme le leur. Dimanche, Rafael Nadal a triomphé pour la 15e fois à Roland-Garros. Comment a-t-il fortifié ce mental? Un reportage est diffusé en ce moment sur un grand combattant de MMA qui a tout raflé. Comment a-t-il fait pour fortifier son mental? Eh bien, dans l'éloquence, c'est la même chose. Étudiez les grands orateurs contemporains et demandez-vous comment ont-ils fait pour fortifier leur mental. Parce qu'il faut du mental pour pouvoir affronter des foules. Nous qui avons grandi dans une certaine peur de prendre la parole en public, comment font les autres pour y parvenir? Inspirez-vous des uns et des autres. Il existe une phrase du philosophe Pascal qui dit ceci: la vraie éloquence se moque de l'éloquence. Cette phrase peut avoir quelque chose de rassurant, mais en réalité, elle pourrait nous conduire aussi à faire preuve de relativisme. Toutes les éloquences ne se valent pas. Il n'existe pas pour autant une unique éloquence. Mais il ne faudrait pas considérer que tout est potentiellement éloquent. Donc l'éloquence se travaille. Et dans ce sens, en plus de fortifier votre mental, travaillez votre mimésis, autre grand mot grec ici d'Aristote. Qu'est-ce que la mimésis? C'est l'imitation. Alors je ne vous recommande pas d'imiter les grands orateurs publics.
au risque que vous les singiez. En revanche, je vous recommande de vous inspirer, c'est-à-dire de les étudier dans leur manière de faire, dans les arguments qu'ils déploient, dans les stratégies qu'ils adoptent. Essayez de les décrypter, essayez de les déconstruire, de sorte que vous puissiez faire vôtres tous ces moyens, parce qu'ils ne les ont pas inventés. Tout cela leur a été enseigné ou alors ils l'ont découvert par l'étude. Vous pouvez faire bien évidemment la même chose. Étudiez la rhétorique, ce grand mot de rhétorique qui revient à l'ordre du jour comme par miracle, comme avec l'éloquence. Ce mot de rhétorique revient depuis moins de 10 ans, y compris dans l'espace public. À la télévision, nous entendons certains chroniqueurs décrypter les discours politiques en mettant l'accent sur la rhétorique. Et je fais allusion, bien évidemment, à Clément Viktorovitch. Eh bien, ce retour de la rhétorique, qui est une bonne nouvelle, vous pouvez l'étudier, soit par les séquences vidéo que l'on peut trouver à la télévision ou sur Internet et qui parlent de rhétorique, soit par les très anciens manuels, mais qui sont toujours d'actualité. Je fais allusion à Rhétorique du philosophe grec Aristote ou de l'orateur de l'avocat romain Cicéron. Lisez tout ce qui gravite autour de la rhétorique pour vous améliorer. Mais d'une façon plus générale, lisez tout ce qui passe entre vos mains. Ne vous contentez pas de la littérature qui relève de votre expertise ou de votre centre d'attention de prédilection. Diversifiez autant que faire se peut vos lectures. Le président de la République lui-même, lorsqu'il était candidat, déclarait « C'est la littérature qui m'a façonné ». Et c'est une phrase qui doit résonner en vous, parce que l'on pourrait être tenté de croire que la littérature n'est qu'un échappatoire, mais en réalité, elle nous construit, elle nous permet d'accéder à nous-mêmes. Et en plus, elle nous initie à chaque livre à une langue française différente, parce que chaque langue française est différente. Lisez du François Rabelais et lisez du André Gide, vous verrez deux langues françaises infiniment différentes. Et puis, pourquoi faut-il lire ? Pour développer notre culture générale. La culture générale est indispensable pour augmenter notre force de conviction. Non pas pour étaler cette culture générale comme on étalerait de la confiture, mais pour savoir la doser de manière proportionnée dans un débat contradictoire, comme dans le cadre d'une allocution publique. Le général de Gaulle déclarait « La véritable école du commandement est la culture générale. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. » Vous le voyez, la meilleure école pour se perfectionner dans cet art honorable qu'est l'éloquence, en vue de la force de conviction, implique et impliquera toujours, quoi qu'il advienne, de lire. J'ai dit que nous avions peur de prendre la parole parce que nous n'y avons pas été préparés. Nous sommes préparés à avoir peur de l'incertitude, peur de l'aléa, peur du changement. Il ne s'agit pas pour autant d'aimer l'incertitude ou d'aimer l'aléa ou d'aimer le changement par principe, mais l'accepter, l'accueillir. Et il existe dans la philosophie française, occidentale et même non occidentale, aussi lointaine que possible, des phrases qui vont dans ce sens, de l'accueil de l'incertitude. Il y a une phrase du poète Antonin Artaud au XXe siècle. « Rien n'est définitif, tout est toujours autre. » Héraclite, au VIe siècle avant Jésus-Christ. « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Lao Tse, philosophe de l'Antiquité chinoise. « La voie qui est la voie n'est pas la voie pour toujours. » Le général Vincent Desportes, qui nous est contemporain. « La seule certitude, c'est l'incertitude. » Ces phrases ne sont pas si anodines. Elles sont là pour nous inspirer une conduite de vie, d'une part, mais aussi un art de convaincre. Nous devons accueillir l'incertitude pour être capables d'improviser les discours et de renoncer à l'exactitude qui n'est finalement qu'une marque d'orgueil humain. Nous ne serons jamais maîtres absolument d'un sujet en discussion, mais nous devons bien évidemment le connaître au mieux de nos aptitudes et de nos capacités pour pouvoir nous exprimer avec plus de facilité. Mais l'ignorance n'est pas une condition du silence. Souvenons-nous de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait-il.
Mais si l'on en croit l'œuvre de Platon, ce n'est pas à partir de cette phrase qu'il s'est tu à jamais. Au contraire, ça a été un prétexte pour lui, pour parler et convaincre. Et puis, comme dernier conseil, mettez-vous à l'épreuve dès que l'occasion se présente. Et dans ce sens, la multiplication des concours d'éloquence doit être pour vous une opportunité. Dès lors qu'il y a une occasion qui se présente, ne la laissez pas filer. Inscrivez-vous sans réfléchir. Renoncez ici et maintenant aux doutes philosophiques. Inscrivez-vous et participez. C'est une expérience formidable. J'ai eu l'occasion personnellement de participer à 2 concours d'éloquence. Le premier était un concours de joutes oratoires, autrement dit un concours de débat, sans préparation ou si peu, et un deuxième concours d'éloquence où il s'agissait de prononcer une allocution particulière sur un sujet qu'on nous donnait à découvrir 30 minutes avant de prendre la parole. Eh bien, ces 2 exercices, pour un Français comme moi, biberonné à l'éducation nationale, chez lequel on a fait grandir cette inquiétude dans le cadre de la prise de parole en public, eh bien, le stress est toujours là, mais le bénéfice, au final, est total. Et c'est sur ces mots, sur cette idée que je veux conclure aujourd'hui. Il n'y a rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Il ne faut pas avoir peur d'improviser. Même si l'improvisation, vous l'avez compris, ça se prépare par la lecture, par le travail. Mais il demeurera toujours un principe d'incertitude qui ne pourra se lever qu'au fur et à mesure où nous prendrons la parole. C'est la parole qui crée la pensée et non l'inverse. La parole crée la pensée. Il n'y a rien à craindre. Il ne faut plus avoir peur de prendre la parole. Il faut accueillir cette incertitude qui nous permettra de prononcer des discours, de débattre beaucoup plus volontairement en tout lieu et en toutes circonstances. Vous le pouvez et vous réussirez. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, bonne chance.